Salut à tous, fans de Cardass, de culture japonaise, de Dragon Ball ou tout simplement de TCG. Je suis Val sur la chaîne Val et PL Multi TCG et aujourd'hui on va faire un point sur ma collection de cartes vintage Dragon Ball. D'ailleurs, pas forcément que des cartes, mais aussi de certains items bien rétro, mais ça je vous laisse regarder la vidéo pour le découvrir. J'en profite rapidement pour vous partager mon Instagram, pour tous ceux qui sont intéressés par la collection des cartes, que ce soit des TCG récents, émergents, comme Pokémon, Magic, Flesh and Blood ou Lorcana, ou alors que ce soit pour des cartes à collectionner plus rétro, comme celle dont cette vidéo va faire l'objet, c'est-à-dire les cartes Dragon Ball Vintage, eh bien je poste énormément de contenu sur ce Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, on est bientôt 3000. J'essaye de poster évidemment le plus régulièrement possible. Et enfin, je vous apprends rien, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez vous abonner, partager dans l'espace commentaire ou laisser un pouce bleu, ça permet de référencer la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Bon, on était là ce matin pour discuter collection. Je vais vous montrer des items, de nouveaux items que j'ai rentrés, vous expliquer leur histoire, le pourquoi du comment j'ai ces items, pourquoi je les apprécie, pourquoi ils sont rares et pourquoi ils sont cool. Je vous ai réservé d'ailleurs quelques surprises. On va sortir même un tantinet du game de la carte de collection. On va rester évidemment dans le côté rétro, dans le côté vintage Dragon Ball. Mais voilà, je vous ai préparé quelques surprises, des choses que vous ignorez probablement, que j'ai pu rentrer dans ma collection. On va commencer directement par ce qui nous intéresse ici. Eh bien, c'est ce magnifique booster Cardass Part 1 que j'ai eu la chance de rentrer très très récemment. Je l'ai montré dans le dernier épisode podcast de la belle carte. Je vais vous le montrer ici directement à la caméra zénithale. Donc voilà, on est sur un booster Cardass Part 1. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas un booster Cardass grand combat comme celui de la Part 2 ici, qui sont les deux seuls boosters scellés Cardass que j'ai en ma possession, le Part 1 et le Part 2. C'est marrant, pour l'instant, voilà, j'ai commencé un peu dans l'ordre. Il m'en reste évidemment 7 pour compléter l'entièreté de la collection. Il y a 9 parts Cardass qui ont été évidemment traduites en français, hein, qui sont donc des rééditions françaises des Cardass japonaises. Donc il me manque les 7 autres, c'est extrêmement rare et difficile à récupérer. Évidemment, donc ça prendra le temps que ça prendra, voire même peut-être que je ne compléterai jamais, parce qu'on sait que les boosters part 3 et les boosters part 8 sont excessivement rares et difficiles à trouver. Bref, vous voyez que sur celui-ci, on a la petite marque Cardass Le Grand Combat. Et c'est pas anodin qu'il y ait cette petite marque ici, Cardass Le Grand Combat, et que sur ce booster-là, il n'y soit pas. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, au moment où Bandai a décidé eh bien, d'imprimer les Cardass japonaises en version française, en fait, ils se sont trompés. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à la base, donc, les Super Battle japonaises devaient devenir les Cardass Grand Combat françaises. Je vais vous montrer ce à quoi ressemblent des Super Battle. Donc ce sont ce type de cartes-là qu'on appelait nous les power level dans l'enfance, hein, dans la cour de récréation. Toutes ces cartes-là, donc les bords verts, les bords bleus, etc., avec les cartes qui se décollent, les versions unpeel. Eh bien ça, ces cartes-là, elles ont été traduites justement en français dans les boosters Cardass Grand Combat. Sauf que dans ce booster-là, qui est le booster Part 1, eh bien Bandai s'est trompé et a mis à l'intérieur de ce booster-là non pas des Super Battle, mais des Cardass classiques qu'on appelait les Cardass Ondan au Japon, et donc qui sont ce type de cartes-là. Une autre série de collections éditée par Bandai dans les années 90, qu'on appelait nous les DP quand on était plus jeune. Donc là, ce sont les versions réédition des coffrets collector. Mais donc en gros, ce qui est un peu particulier, c'est que ce booster Cardass Part 1 n'a en fait à l'intérieur pas de power level comme le reste de la collection des Cardass Grand Combat. C'est une erreur au moment où Bandai a décidé d'éditer des versions françaises des cartes japonaises. Toutes les versions Cardass classiques qui est à l'intérieur de ce booster-là seront déclinées par la suite dans des vendeuses, dans ce qu'on appelle des vending machines, donc des tirettes. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettiez une pièce dans une petite tirette, et puis ensuite, vous aviez une carte qui sortait. Et ça, c'est le mode de distribution à la japonaise, qui a été conservé pour les versions Cardass classiques,
alors que les Cardass Grand Combat, donc, qui sont donc les versions Super Battle japonaises éditées en français, elles ont eu des versions booster. Donc c'est assez rigolo de se dire que dans ce booster-là, il n'y a pas les mêmes cartes que dans ce booster-là et dans les 7 autres boosters des Cardass Grand Combat. C'est une petite anecdote un peu spécifique, et donc forcément c'est pour ça qu'ils ont enlevé le macaron, le Grand Combat. Je peux vous montrer directement sur Dragon Ball Collection, parce que Dragon Ball Collection, c'est pour moi, pour ceux qui s'intéressent à la Cardass, le meilleur site. C'est celui qui référence littéralement toutes les séries japonaises, françaises, américaines, indonésiennes, voire même les séries non officielles. Je pense notamment aux Adali, qui sont très recherchés par les collectionneurs, et qui vous permet du coup de retrouver le visuel de toutes les cartes Dragon Ball Vintage à collectionner. On va passer directement donc ici sur la scène record, et donc là vous voyez qu'on est ici, donc sur le booster, ça c'est la box du booster que je vous ai montré ici, et à l'intérieur vous avez bien des versions Ondan, et non pas des versions Cardass classiques en fait. Ondan ça veut dire principal en japonais, et non pas des versions Grand Combat. Vous pouvez notamment trouver cette magnifique pépite là à l'intérieur de ce booster part 1, qui est la hors-série d'époque. Ce booster, il édite en français donc la part 16 japonaise des Cardass classiques. Et les premiers boosters Cardass Grand Combat, eux, qui sont donc du coup les versions françaises des Super Battle, eh bien vous pouvez trouver ce type de carte-là, qui est une autre série, qui sont donc les fameuses Power Level, celles où vous avez l'unité de puissance en dessous de la carte en bas à droite, avec ce contour si caractéristique, qui est tantôt bleu, tantôt un peu marron, tantôt vert. Ça dépend des séries. Donc c'est aussi la richesse des Cardass, c'est le nombre d'anecdotes qu'il peut y avoir liées aux différentes parties. Je peux vous montrer vraiment la différence maintenant. On va passer en mode zénital. Je vais vous montrer vraiment une Cardass Grand Combat et une Cardass Ondan classique. Donc ici, vous avez une Cardass Grand Combat ou une Power Level, c'est vraiment le nom qu'on leur a donné nous dans les années 90 en France. Et ici, vous avez une Cardass classique ou une Cardass Ondan que nous on a appelée une DP quand nous étions de jeunes petits bambins. Donc, vous voyez, on n'a pas du tout la même frame. Ici, on a vraiment cette frame caractéristique avec le contour coloré en fonction de la série. L'unité de puissance, ici, c'est l'unité la plus puissante, donc la max. Ce prisme soft caractéristique derrière, hein, avec ces espèces de petits diamants qui font briller la carte. Et on a toujours ici le petit sigle en haut à droite qui change en fonction de si on a affaire à un gentil ou un vilain, et en fonction des séries. Le dos est bien caractéristique aussi des Super Battle, donc des Cardass Grand Combat. Et donc pour les versions Cardass classiques, ici on a une frame différente. L'unité de puissance cette fois-ci elle est en bas dans le petit encadré. On a pareil une petite watermark, un petit macaron, vous l'appelez comme vous voulez, qui est ici en bas à gauche. On a tout le temps ce liseré ici à droite avec toujours marqué une petite phrase. Et on a un contour noir à côté, classique, qui est commun à toutes les séries des Cardass Ondan. Pour les Cardass Super Battle, donc les versions japonaises, on a 20 séries différentes, 20 parts. Pour les Cardass Ondan, cette fois-ci, on a 30 parts différentes. Pour la France, en édition française, on a commencé à adapter les Cardass Ondan à partir de la série 12. Donc c'est-à-dire qu'on a 9 parts traduites en France sur les 20. Et là, pour les Cardass Ondan de mémoire, ça commence à la part 16 et ça s'arrête à la part 26. Donc on a 10 parts qui ont été éditées en version française pour les Cardass Ondan. Donc voilà, je ne sais pas quel est votre design préféré entre les deux. Moi, j'ai plus d'affect avec les Cardass Power Level, les Cardass Grand Combat, parce que c'est plus celles que j'ai eues dans la cour de récréation. Et puis c'est surtout celles, évidemment, qui ont été distribuées en booster, donc qui est un format de distribution que je connais beaucoup mieux. Là où les tirettes, pour les versions Cardass classiques, étaient beaucoup plus difficiles à trouver en France. Il n'y avait pas en gros tous les magasins ou toutes les grandes surfaces qui avaient des tirettes pour pouvoir récupérer ce type de cartes. Donc globalement, on avait beaucoup plus de Power Level.
Grosse préférence pour les power level, le design pue tellement les 90, les années 90, j'adore. Ah, je suis d'accord. Elles sont plus colorées et plus fun. Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, la différence entre les deux séries, c'est que ici, donc tu as les doubles prismes et les hidden prismes, qui sont donc du coup des cartes qui cachent un secret. Là où sur les versions Ondan, on est sur des cartes cachées, mais qui sont pas des cartes cachées sur la face avant, mais des cartes cachées sur la face arrière. Je vous montre d'ailleurs, je vous ai pas montré la face arrière caractéristique des Cardass Ondan, donc vous voyez bien la différence. Hein. On a deux dos emblématiques, les Power Level et les DP. Mais je peux vous montrer aussi la différence en fait entre du coup ces deux boosters là. Donc voilà, vous avez ce booster là qui recèle ce genre de carte là et ce booster là qui recèle ce genre de carte là. Et je vais vous montrer entre guillemets les différentes raretés que vous pouvez retrouver. Voilà. Donc en gros, la différence au-delà du design, hein, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle des doubles prismes et des hidden prismes. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. C'est les cartes en dehors des hors-séries, les cartes les plus recherchées évidemment. Donc là, vous avez sur les doubles prismes la particularité d'avoir la face avant qui est en version prisme hard. C'est-à-dire que en gros, la subdivision des petits triangles de prisme est beaucoup plus intense, ce qui rend du coup les cartes plus brillantes. Dès que vous avez une carte en prisme hard et non pas en prisme soft, vous savez du coup qu'il y a une carte cachée derrière et que c'est une double prisme. Et donc, vous pouvez décoller la face avant pour découvrir un nouveau visuel à la face arrière qui lui redevient en prisme soft beaucoup plus classique. Donc ça c'est la spécificité des power level, c'est-à-dire que la carte cachée est globalement sur la partie avant de la carte. Vous avez ensuite au-delà des doubles prismes les hidden prismes qui sont encore une rareté supérieure. Donc c'est une carte commune tout à fait classique qui a l'air donc d'une simple commune mais qui quand on décolle la face avant, encore une fois, eh bien, nous permet de découvrir cette fois-ci une autre carte, et donc notamment la version max que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça, moi je trouve ça extrêmement élégant et stylé, c'est-à-dire que la carte cachée, elle est derrière la face avant de la carte initialement. Là où sur les Cardass Ondan, vous allez voir, ils ont pris une autre direction, un parti pris différent. C'est qu'en gros, là vous avez la face avant de la carte, et pour trouver la carte cachée, cette fois-ci, elle ne se trouve pas. Oh, attendez, il faut que je... Voilà. Cette fois-ci, la carte cachée ne se trouve pas derrière le visuel avant, mais il se trouve derrière, enfin en tout cas au dos de la carte. Donc ce qui veut dire que quand tu décolles ici, cette partie-là, eh bien là tu as le visuel au dos, ce qui fait qu'après tu te retrouves avec une carte double face. Je trouve ça beaucoup moins esthétique. Moi, j'apprécie beaucoup le fait que ma carte, elle ait un dos et que je puisse avoir la face avant et la face arrière en collectionnant les deux versions, en fait, les deux cartes, tout simplement. Globalement, je me retrouve avec la version non décollée et la version décollée. Mais les deux sont des cartes avec un dos. Je trouve ça beaucoup moins esthétique, du coup, d'avoir la version non décollée comme ça et la version double face. Je trouve ça un peu bizarre. C'est la particularité, en tout cas la différence notable entre ces deux collections, au-delà de la frame qui diffère totalement. Ouais, c'est un peu l'esprit du Club Dorothée, t'as raison, la fouine. Je jure qu'il faut un TCG qui reprenne ce concept de carte cachée, c'est tellement exceptionnel. C'était très commun dans les années 90, il y a énormément de collections Dragon Ball qui ont repris ce système de cartes cachées. Ça a été très 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 populaire. Je pense que c'est difficile de le... de le remettre en place actuellement, déjà sur la qualité d'impression des cartes et les volumes qui sont imprimés maintenant. Je pense que c'est très difficile en termes de technologie, je parle, de remettre en place ça. Ça demande quand même d'appliquer de la colle sur les cartes et tout. On n'est pas du tout sur les mêmes volumes de distribution, quoique les Super Battles et les Cardass, ça a été énormément imprimé au Japon, mais je ne sais pas si sur les volumes d'impression de Magic, ça pourrait exister. Et puis ça reste un peu quand même compliqué de devoir décoller tes cartes et compagnie. Enfin, je pense que ça se prête bien à de la collection, mais probablement pas à du jeu, quoi.
Autre spécificité et différence du coup de ces deux collections-là, donc représentées par ces deux boosters, eh bien, c'est que dans les versions françaises des Cardass, donc les Cardass Grand Combat, nous avions des cartes exclusives pour le marché français. Donc je pense notamment ici à mon ami... pardon, c'est pas celle-là justement. Je pense notamment ici à mon ami la hors-série Part 3. Donc, qui sont des cartes spécifiques avec un dos, donc du coup, de power level, avec marqué hors série, la date, en tout cas l'année pardon, de sortie de la carte. Et donc ça, vous pouviez les trouver seulement dans des boosters français. Ce sont des cartes exclusives au marché français, d'où le fait qu'elles soient extrêmement rares et extrêmement prisées. Mais vous aviez aussi, en plus des hors série, l'apparition de ce qu'on appelle des cartes flash. Donc voilà, les cartes spéciales flash, ça ressemble à ça. Pareil, c'était à l'intérieur de ce type de booster-là, exclusif pour le marché français. Donc des versions gold avec un fond ici en relief qui laisse apparaître d'autres dessins, d'autres visuels, avec un dos qui est extrêmement caractéristique. Donc ce dos Cardass comme ça, avec une couleur toujours ou pastel ou très pétante, très colorée, que j'aime énormément. Donc ça, c'est le type de rareté maximale que vous pouviez trouver dans les boosters français. Là où, pour le coup, les versions Ondan qui ont été distribuées dans ce booster-là pour la réédition de la part 16 et ensuite dans des vending machines n'ont pas eu de carte exclusive autre que les deux hors-série de cette part 16 disponible dans ce booster-là. Donc ici, on a un peu le même design que la version hors-série ici d'une Cardass Grand Combat, sauf que le dos, lui, est différent, reprend le dos d'une Cardass Ondan, mais toujours avec le même petit twist de hors-série et l'année. Mais par contre, pour toutes les autres séries qui vont venir après, qui elles ont été distribuées non pas en booster mais en vending machine, il n'y a plus de cartes exclusives à cette collection-là. C'est aussi la petite différence notable. Au niveau des parts les plus rares, la part 1 n'est pas du tout la plus rare. La part 2 fait partie des 3 parts les plus difficiles à trouver. Seules la part 3 et la part 8 sont plus difficiles à trouver que ce booster part 2. Le part 1, lui, fait plutôt partie des boosters assez simples à trouver. Donc voilà, il va me rester donc le part 4, 5 et 6 qui sont assez simples à trouver. Le part 7 qui commence à être un peu compliqué. Le part 9, un petit peu compliqué aussi. Et alors là, le part 3 et le part 8, là, ça va devenir littéralement un enfer. Je suis patient, je ne suis pas pressé, et si un jour j'ai l'opportunité d'avancer dans cette collection-là, eh je continuerai à avancer petit à petit. Au niveau de mes nouvelles rentrées, eh bien, il y a eu donc ce booster. On a eu, comme je vous l'ai montré, cette hors-série part 7, cette spéciale flash, pardon, part 7. Ça fait un moment aussi que je bloque sur les spéciales flash. Il m'en manque toujours une, qui est la spéciale flash part 9. On voit notamment Goku GT en Super Saiyan 4 en train de charger son ki. La carte est magnifique, mais je cherche ces cartes-là dans des états, vous le voyez, dans des états parfaits, vraiment quasiment mint. Donc c'est très difficile à trouver. C'est la dernière que j'ai rentrée et je voulais du coup m'attarder là où j'ai beaucoup montré les hors-série parce que ce sont mes cartes préférées. J'ai assez peu montré les spéciales flash, donc je vais vous montrer toutes les spéciales flash globalement qui sont sorties à part la part 9 parce que malheureusement je ne l'ai pas. Donc ici vous avez la part 7. Donc c'est du Dragon Ball GT, hein, mais moi j'adore Dragon Ball GT. Je fais pas partie des détracteurs de Dragon Ball GT, ça fait partie de mon enfance et donc forcément à ce compte-là je suis assez fan. C'est quand même très joli, hein. Le travail de relief et tout est quand même vraiment bien représenté. Vous avez ici, avec marqué Cardass bonne année 1997, ici, la spéciale flash part 6. Celle-là est un peu moins jolie, je trouve, parce qu'il n'y a pas de dessin au premier plan. Tu as seulement la texture en fond avec ici donc les annotations. C'est la seule qui diffère et qui a donc du coup une frame comme celle-là. En gros, il n'y a pas de dessin au premier plan, on a juste le logo Dragon Ball Z, on a une petite banderole en haut, là où normalement il y a seulement les petites banderoles en bas, et du coup on voit ce Son Goku Super Saiyan 3 en train de faire un Kamehameha, mais on le voit seulement en liseré sur le fond doré. Il n'y a pas de personnage au premier plan un peu verni, et donc à mon sens, pour moi, c'est la moins jolie de toutes les spéciales flash. Elle n'est pas forcément facile à trouver, c'est pas la plus simple à avoir, mais c'est clairement pas celle qui me plaît le plus. Voilà, avec ce dos rouge bien pétant,
Bird Studio, Shueisha, Toei Animation, Cardass Bandai 1996. Ici, on a probablement la plus rare et la plus cotée, la Special Flash Part 8. Cette fois-ci, on vous l'a dit que les boosters Part 8 sont difficiles à trouver. Et bien forcément, la hors-série qui compose le booster Part 8 est évidemment, enfin en tout cas la Special Flash et la hors-série sont évidemment aussi très complexes à trouver. Ce qui est un peu particulier, c'est que le booster le plus rare, c'est le Part 3. Dans le Part 3, vous avez une hors-série, mais par contre, vous n'avez pas de Special Flash. Les Special Flash n'arrivent qu'à partir de la Part 4. Ce qui fait que globalement, on ne sait pas si une Special Flash Part 3 aurait été plus dure à trouver qu'une Special Flash Part 8. Parce qu'on sait que par contre, une hors-série Part 3 est plus difficile à trouver qu'une hors-série Part 8. C'est la hiérarchie, entre guillemets, de rareté des boosters et de la distribution de l'époque. Donc en termes de Special Flash, c'est la Part 8 qui a le pompon de la carte la plus difficile à trouver. J'ai la chance ici d'en avoir une dans un état qui est magnifique. Je trouve la carte exceptionnelle avec ce Goku enfant, en tout cas de sa version de GT, qui libère son ki avec ses effets de rose au milieu qui sont magnifiques. Le spécial flash en bas, Dragon Ball GT ici, et surtout derrière, vous avez donc en relief le Sangoku Super Saiyan 4. Je la trouve complètement dingue cette carte-là, et vous avez le magnifique orange ici derrière avec le dos Cardass. Complètement zinzin. Sorti en 1998, là on était déjà, le Club Dorothée venait de fermer il y a un an, Dragon Ball tombait quand même un peu en désuétude, ce qui fait que les boosters Part 8 et Part 9 ont été beaucoup moins distribués que les boosters Part 4, 5, 6, qui eux étaient en pleine Dragon Ball Mania. Si on peut, entre guillemets, c'est pas forcément des infos sûres. De toute façon, dans la Cardass, on est beaucoup, encore une fois, dans la spéculation, dans la recherche, c'est du vintage. Il y a très peu d'acteurs de l'époque qui sont là pour parler, entre guillemets, des quantités, des volumes produits. Moi, ma théorie, c'est qu'en gros, le booster Part 1, 2, 3 sont des boosters rares parce que forcément, ils ont été un peu moins distribués puisque c'était donc du coup le début des adaptations des cartes pour la France, et donc forcément ils sont peut-être pas arrivés avec des stocks qui étaient complètement énormes pour justement jauger la tendance. Quand ils ont vu le succès incroyable qu'ont eu les Cardass en France, forcément eh bien, ils ont décidé de produire en masse, notamment la part 4, 5, 6, qui sont les boosters les plus communs et celles qu'on a le plus eu, notamment dans les cours de récréation quand on était enfant. C'était en plein dans la Dragon Ball Mania des années 90, 95, 96, où la France ne voyait plus que par Dragon Ball. Et par contre, à l'arrêt du Club Dorothée en 97, eh bien, Dragon Ball est un peu tombé dans l'oubli. La France est un peu passée à autre chose, et c'est pour ça du coup que le Part 8 et le Part 9 ont été peut-être un peu moins distribués aussi, Part 7, 8, 9 on va dire, parce que c'était du Dragon Ball GT et parce que c'était un peu après le Club Dorothée et donc la grande effervescence de l'époque de la Dragon Ball Mania en France. C'est comme ça moi que j'explique la différente rareté des différentes séries et des différents boosters. Je pense que c'est lié au volume d'impression qui sont eux-mêmes liés à la hype de l'époque. Donc voilà, magnifique cette carte-là. La plus commune, ou la deuxième plus commune, je vous le disais, c'est la Part 6, parce qu'elle a été extrêmement distribuée. Je la trouve très jolie. On est encore sur du Dragon Ball GT avec ce magnifique dragon au fond. Là, on a un twist, c'est-à-dire qu'en gros, au premier plan, on a une version gold avec le liseré. Par contre, ils ont quand même mis une illustration vernie, mais dans le fond. Ce qui fait que je la trouve assez atypique, celle-là. Et je la trouve quand même plutôt très très jolie. Et le dos est magnifique avec ce vert menthe comme ça. Incroyable. Juste l'image et les bords bleus foncés Masturbino, ce sont des Panini françaises. Les cartes sont pas forcément recherchées à l'unité. Par contre, la full collection se monnaie bien. Et les boosters scellés, si tu as du Part 1, ça coûte un petit bonbon. Donc voilà, très joli. Là, on est en 1997. Donc on est encore dans l'effervescence et dans le Club Dorothée, même si ça commence un peu à décliner. Et là, on arrive directement sur le... Ah oui, je vous ai dit Part 6 pour celui-là, mais c'est le Part 5, hein, vous me pardonnerez. Le Part 6, c'est bien celui-là, petite erreur. Et donc là, on arrive sur la première spéciale Flash, qui est arrivée à partir donc de la Part 4, Part qui est en plein boom de Dragon Ball en France, en plein dans la Dragon Ball Mania. C'est la seule carte spéciale Flash, et même Cardass hors série, qui est à l'horizontale. Alors pour les collectionneurs comme moi, c'est vachement chiant parce que quand on les expose, c'est la seule qui n'est pas
qui n'est pas du coup exposée en vertical. Par contre, elle est magnifique, hein. Moi, je suis un grand fan de Végéto. C'est un personnage que je trouve incroyable au premier plan, avec derrière toute la Z Team en liseré, en relief, qui est assez exceptionnel. Et le dos est un peu particulier. Voilà, on a un dos ici avec un assemblage de Cardass un peu partout en motif comme ça, que pas le plus joli, mais qui est plutôt cool. Et donc celle-là, comme elle vient de la part 4 et qu'elle est sortie en 1996, bah là pour le coup on est vraiment en plein boom, et je pense que les boosters part 4 ont été extrêmement distribués. Je pense que ça fait partie des boosters les moins rares. Voilà. Très très joli. Je sais pas si vous voyez bien le rendu à la caméra. Ouais, le dos il est chelou, hein. Le dos, il y a un côté, ouais, sac de congélation, un sac de glaçons, quoi. Bon, on s'y fait après, hein, ça reste marqueur d'une époque. On s'y fait. Moi, je m'y fais. Je m'y fais. Vu que je vous ai fait l'entièreté des spéciales flash, sauf la part 9 que je n'ai pas, je vais vous faire aussi l'entièreté des Cardass hors série. Ça peut être sympa, du coup, de les voir. On ne sait pas si c'est Cardass ou Picard les surgelés. C'est vrai, c'est vrai. Alors, au niveau des hors-séries, je vais commencer directement par la hors-série qui n'est pas une Cardass Grand Combat. On est sur la deuxième hors-série du fameux booster que je vous ai montré, qui se trouve, j'en ai déjà foutu partout, c'est une dinguerie, qui se trouve ici. Donc voilà, à l'intérieur de ce booster-là, vous pouviez avoir cette hors-série-là, mais celle-là aussi en fait. Les deux étaient à l'intérieur de ce booster, les deux ont été édités pour cette part-là. C'est le seul booster qui contient deux hors-série et non pas une seule. Donc vous avez le fameux Super Saiyan 3 iconique et ici la Z-Team avec ce magnifique Gohan en tenue de Kaio qui fait frémir tous les collectionneurs vintage de Dragon Ball parce qu'on adore ce personnage-là et cette tenue-là. Et donc les deux ont le même dos, 1995, et viennent du même booster. Ce sont des hors-séries un peu particulières. Si ensuite on s'intéresse donc aux versions Cardass Grand Combat, eh bien on avait dès la part 3 ici la hors-série, eh bien la plus rare, parce que c'est la hors-série qui est tirée du booster le plus rare de la collection. Alors, en plus il est magnifique, hein, Végéto avec Goku et Vegeta derrière, 1996, en pleine évidemment DB Mania, mais avec des stocks plus limités, parce que je pense que c'était le début de l'importation des versions françaises en France, là où je pense que la part 4, 5, 6, ils avaient déjà du recul sur l'engouement et sur la hype. C'est comme ça que j'expliquerai la rareté d'après moi. Mais ça c'est une carte, c'est le Graal. Si tu te demandes quelle est la hors-série la plus prisée, la plus recherchée, la plus chère, quel est le Graal des collectionneurs, là tu as, à part la Cardass hors-série, part 22, française, de cette collection-là, donc qui est extrêmement difficile à trouver. Je pense que là, on est sur le Graal de la collection Cardass Vintage française, quoi. Ensuite, on partira donc directement sur la part 4, et j'ai toujours un doute, il me semble que c'est celui-là, le part 4, que je trouve magnifique, donc voilà, que vous pouvez voir dans les deux sens, hein, où vous mettez en avant Gohan Ultime, où vous mettez en avant Goku Super Saiyan 3. Moi, je préfère la mettre dans ce sens-là, en tout cas, c'est son sens original. Pareil, sorti en 1996, donc juste après la part 3. Et là, pareil, on a tous les guerriers Z, comme on les appelait dans les années 90. Magnifique, avec le petit fond bleu turquoise comme ça, le petit végétaux ici. Ça, pour moi, c'est un des visuels les plus emblématiques des Cardass des années 90. On est sur du visuel Dragon Ball. Ça, c'est Dragon Ball. Ça pue Dragon Ball, en fait. Le Dragon Ball bien vintage comme on l'aime. Assez exceptionnel. Ensuite, on part sur la part 5, et j'ai un doute si j'inverse pas à chaque fois le part 4 et le part 5. Je crois que celui-là, c'est le part 5, mais c'est possible que ça soit inversé et que lui soit le part 4 et lui le part 5. Bref, prenez avec des pincettes ce que je vous raconte. Ici, donc, du coup, on a une autre hors-série. Pareil, part 4 et part 5, ce sont donc forcément les parts les plus distribuées, les plus communes. Donc, ce sont les hors-séries les plus simples à récupérer. Donc très joli ici, pareil avec les guerriers Z, 1996. Voilà, tout ça c'est sorti à la même époque, hein, pendant la Dragon Ball Mania, pendant la production des jouets Abetoy, pour ceux qui connaissent un peu cette période. Ensuite, on passe directement au part 6. Donc, pareil, une des séries les plus classiques. Il est où mon petit... Ah ouais, il est là. Part 6.
donc sorti en 1997, juste après la part 4 et 5. Ça reste aussi assez facile à trouver, ça reste une des hors-séries les plus simples à trouver. C'est pas ma préférée, on a juste une déclinaison de 3 Goku, enfin c'est toujours un peu compliqué quoi. Quand tu sors de... En fait, en gros, faites-vous la chronologie. T'as Végétaux, t'as tous les guerriers Z, et t'as tous les guerriers Z en mode dynamique qui vont détruire le mal finalement. Et puis là, tu arrives sur une pause muséum avec du Dragon Ball GT, les 3 Goku. Bah, forcément, celle-là, elle fait un peu tâche par rapport aux précédentes. Après, j'adore le fond vert bleu turquoise, là, un peu canard comme ça. Je la trouve quand même assez cool. Ensuite, on arrive sur ma préférée. Ma préférée parce que c'est celle que j'ai ouvert quand j'étais enfant, donc celle qui m'amène le plus de nostalgie. C'est donc la hors-série part 7. Hein, voilà, on l'a ici, Dragon Ball GT, pareil, fond bleu turquoise. Cette carte-là, je l'ai ouverte dans un booster quand j'étais jeune. Je devais avoir, on est en 1997, je devais avoir 6 ans. Mes parents m'achetaient ça à la papeterie et c'est mon premier souvenir d'ouvrir une carte exceptionnelle. Il faut se rendre compte qu'aussi à l'époque, on n'avait pas Internet, on ne savait pas ce qu'il y avait dans les boosters et donc on ne savait même pas que ce type de carte-là existait. Nous, quand on ouvrait des boosters à la base de Cardass Grand Combat, on avait des cartes qui ressemblaient à ça. Donc quand moi, j'ouvre dans mon booster ce type de carte-là, et je me dis, waouh, qu'est-ce que je viens d'ouvrir? Ça n'a pas de sens, tu vois. C'est pour mon cerveau d'enfant de 6 ans, je viens d'ouvrir quelque chose je viens d'ouvrir un trésor, en fait. Et donc, j'associe beaucoup ce souvenir-là à cette carte-là, ce qui fait que c'est ma carte préférée de toute ma collection. Hein. Trunks, Pan et Goku en train de cumuler un Kamehameha, en tout cas une vague Kiko, comme on les appelle. Je trouve la carte franchement très réussie, très jolie. Ensuite, on a le part 8 qui est assez difficile à trouver. Comme je vous le dis, c'est une part qui n'a pas été énormément distribuée. Voilà, ça arrive en 1998, post-Club Dorothée, et donc forcément avec la redescente, la Dragon Ball Mania, hein, c'est redescendu aussi vite que c'est monté. Donc probablement moins distribué. Vous avez vu, j'ai des états qui sont quand même franchement dingues. Hein. On est quand même sur des cartes de très très bonne facture, de très très bonne qualité. Et là, pour le coup, j'aime bien la carte. Je trouve le visuel assez cool. J'aime bien le côté... j'appelle ça photo de famille ou photo d'école, où tu as un peu tous les personnages comme ça sur la carte. Je trouve ça assez sympa. Et après, on arrive sur la part 9, pareil, encore moins distribué que la part 8, donc pas facile à trouver, mais qui, d'après moi, est la plus moche. Voilà, la Cardass qui me parle le moins, la Cardass sorcellerie qui me parle le moins, donc la part 9, ici avec Vegeta Super Saiyan 4 et le gorille en fond. J'aime pas beaucoup l'effet prisme derrière, qui est un peu effet couleur un peu polaire, ce qui, du coup, est beaucoup moins pétant que les prismes des autres Cardass. Je trouve pas ça très esthétique d'avoir la gueule du baby Vegeta mode gorille derrière. Même si j'adore par contre le personnage de Vegeta Super Saiyan 4, c'est clairement pas ma hors-série préférée. Et évidemment sorti en 1998 aussi. Très très cool. À cet âge, on ne sait même pas encore ce que c'est qu'un TCG ou autre. Je me souviens d'avoir découpé ces cartes pour faire des cahiers encyclopédies sur DBZ perso quand j'avais 10-12 ans, alors que je jouais déjà à Magic à côté avec le Lotus Noir et les cotes. Bah ouais, parce que c'était vraiment juste de la collection, tu vois. Ça avait pas de valeur à l'époque, c'était distribué chez ce qu'on appelait des marchands de journaux. Je sais même pas si ça existe encore, le terme marchand de journaux. Donc ouais, ça n'avait aucune valeur. On gardait ces cartes dans nos poches. On les entourait avec des élastiques, on les protégeait pas. C'est pour ça que cette collection-là, elle est extrêmement rare et que les versions françaises sont extrêmement prisées, parce que ça a été très peu conservé en bon état en fait. Moi, j'avais 6-7 ans à l'époque de ces collections-là, donc vraiment, je prenais pas soin de mes affaires. Ceux qui ont pris soin de ces cartes-là, c'est souvent des adolescents qui collectionnaient, qui ont connu Dragon Ball dans l'adolescence, donc la génération au-dessus de moi, qui ont collectionné ces cartes-là en classeur, ou alors surtout ça a été ce qu'on appelle des retours de presse, des gens qui ont retrouvé des stocks, notamment dans les années 2000, qui ont ouvert ces cartes-là et qui les ont gardées et qui ont pris soin de ces cartes-là. Mais il faut savoir que le nombre de hors-série, le nombre de cartes comme ça qui ont fini jetées contre des murs avec des trous de cailloux dessus, c'est monumental. Et c'est pour ça que maintenant ces cartes sont extrêmement dures à trouver parce que globalement on n'en a pas pris soin en fait. On peut tout à fait partir sur du japonais pour se faire la collecte à moindre coût. Je me permets de te remontrer. Hein. Moi, j'ai effectivement la version, la collection totale donc japonaise. Donc là, tu as toutes les séries. Hein. On commence de la part 1 jusqu'à la part 20.
Moi, je les ai fait en japonaise parce que c'est beaucoup moins cher que de les faire en française. Encore une fois, de par le fait que ça a été moins distribué en France et que les Japonais sont beaucoup plus méticuleux que les Français, ce qui fait que eux n'ont jamais jeté leurs cartes contre des murs et que globalement, c'est plus simple de trouver des bons états. Là, c'est les cartes que j'ai sorties pour vous illustrer la vidéo. Donc moi, je te conseille de les faire en japonais. Par contre, ce que je fais en français parce que je n'ai pas le choix, eh bien, ce sont toutes les versions hors série. Parce que toutes ces cartes-là n'existent pas en japonaise. Ce sont des exclusivités du marché français. Que ça soit les hors série ou les spéciales flash. Voilà. Ça n'existe pas en version japonaise. Que des originales Jap, là, ce que je t'ai montré, Julien. Ils ont réédité les parts Jap récemment. Ouais, je peux vous montrer les rééditions si vous voulez. Ça, ce sont donc les originales que je garde sous classeur. Mais vous avez aussi hop là, ce qu'on appelle les rééditions. Et donc là, dans les rééditions, en gros, vous achetez le coffret et vous avez toute la collection. C'est en 4 coffrets différents. Chaque coffret reprend 5 parts, je crois. Et là, donc, vous avez les rééditions avec les foils. Ouais, je mets comme ça. Et donc là, vous avez les cartes qui sont rééditées. Sauf que pour le coup, elles n'ont pas la même qualité, elles n'ont pas la même texture. Il n'y a pas les doubles prismes, donc il n'y a pas les cartes qui se décollent. Vous avez seulement les visuels qui sont scindés en 2 cartes différentes. Et vous n'avez pas la date d'impression en bas. Donc ça reste des rééditions sympas pour ceux qui n'ont pas pu collectionner à l'époque. Mais pour le coup, ça n'a pas toute la ludicité, même si le mot n'existe pas, des cartes vintage d'époque. Parce que la qualité du carton n'est pas le même. Même globalement, la qualité d'impression n'est pas la même. Les cartes sont beaucoup plus fines. Et encore une fois, il n'y a pas les cartes cachées et il n'y a pas les cartes qui se décollent. Mais pour ceux qui veulent se faire la collection et les visuels à moindre coût, effectivement, ces classeurs-là sont très réussis et très cool. Et en plus de ça, là, je vais vous montrer un truc, vous allez péter un plomb, je pense. Et bien, dans chaque Cardass réédition, donc dans chaque album Cardass réédition, pour vendre quand même le produit aux vieux collectionneurs que nous sommes qui avons déjà les cartes, eh bien, ils ont évidemment mis des cartes exclusives, ce qu'on appelle donc du coup des nouvelles cartes hors série ou des cartes promotionnelles que vous ne pouviez avoir que dans ces coffrets-là et qui n'ont pas été édités à l'époque. Je vais évidemment toutes les montrer. Vous allez péter un plomb, c'est sûr. En gros, pour chaque coffret, vous aviez ici donc des versions exclusives promotionnelles qui forment une fresque à chaque fois, donc 2 hors série. Donc ça, c'est pour le premier coffret. Les cartes sont magnifiques, vraiment dingues. Ils ont vraiment tellement respecté l'énergie de l'époque, en fait, que ça fait plaisir à voir. Donc là, on a la première avec cette DA, ce bord violet qui n'existait pas. On n'avait pas, hein, vraiment, c'est une DA qui est toute fraîche et qui forme un joli puzzle. Vous avez ensuite ici là, le second coffret. Donc avec magnifique affrontement ici entre Cell et Gohanado, pardon, avec ce liseré vert qui convient tellement bien, pardon, à l'arc du Cell Game. C'est assez cool. On a toujours la team des héros contre la team des méchants. Compliqué de trouver ces cartes hors série, hors coffret. Ouais, généralement ce que les gens font malheureusement en fait, c'est qu'ils achètent le coffret, ils gardent leur série, ils revendent le coffret à moindre coût. C'est assez difficile à trouver hors coffret. Ouais. Il y en a qui les vendent, hein. Il y en a qui vendent même le full set, mais ça vaut un petit billet, quoi. Ah, celle-là, c'est mes préférés. Bord rose, incroyable pour Boubou. Avec ici l'affrontement entre la Z-Team et la team de Babidi. Les Cardass Slam Dunk, tu les vois passer sur les groupes Cardass? Ouais, ça existe, mais ça n'a pas été traduit en français. Ce sont que des cartes japonaises, les Cardass Slam Dunk. Mais Cardass, à l'époque, c'était Bandai, ils éditaient toutes les licences. Ils ont fait des cartes sur tous les animés à succès. T'as de la Cardass Kenshin, t'as de la Cardass Yu Yu Hakusho, t'as de la Cardass Slam Dunk, de la Cardass Sailor Moon, de la Cardass... T'as absolument tout. Cardass Donkey Kong... Cardass Fly, enfin Dragon Quest, enfin bref, t'as vraiment tout. Celle-là, voilà, moi c'est ma préférée, celle de la box part 3. Je vous dis qu'avec 4 box, il y a 5 box. 5 box et 4 parts par box, pardon. C'est fort demandé et rare. Je m'y connais pas plus que ça en Cardass Slam Dunk. Je sais qu'il y a des collectionneurs. Je sais pas si c'est fort demandé et rare. Probablement moins que Dragon Ball, non. J'aime trop la bourre rose. Ah, elle est magnifique. Hein. Ici, on a l'arc Baby.
Que j'aime un peu moins. Voilà, le côté bleu un peu terne, le bleu un peu froid là, glaciaire me parle moins. Mais j'adore Baby, je trouve que Baby est un des meilleurs méchants de GT. Donc elle reste quand même, elle reste assez cool. Et enfin la dernière, celle-là elle est magnifique, avec une DA, avec une DA jaune comme ça, la Baby Vegeta Gorille contre, contre Goku Super Saiyan 4. Très très cool. Et donc ça c'est cool pour les collectionneurs comme nous de, ok ils font des coffrets rééditions, mais en plus ils continuent à faire vivre cette collection-là, ils continuent à faire vivre cette licence, ces Cardass qui nous passionnent, avec quelques petits produits exclusifs comme ça. Ils ont fait pareil pour les rééditions Ondan, donc ces cartes-là. Et bien pareil, il y avait des coffrets, coffrets exclusifs qui ont réimprimé les 30 parts cette fois-ci, et non pas les 20, mais les 30 parts avec différents coffrets. Je peux vous les montrer aussi. Ils sont tous ici. Et je peux en prendre un au hasard. Celui-là, il est très joli. Et là, pareil, vous avez hop. Donc toutes les cartes qui sont rééditées, pareil, pas la même qualité, pas la même impression, beaucoup moins authentique que l'époque. Mais si on veut juste se faire les visuels, bah, c'est très sympa. Et surtout, encore une fois, carte exclusive. Carte exclusive, je vais vous montrer ça. Deux cartes exclusives par coffret. Toujours une version ici avec une frame bien particulière qui annonce du coup le premium set et du coup le volume. Donc là c'est volume 1 et ensuite une illustration alternative. Ma préférée étant, je vais vous la montrer, je crois que c'est le volume 4 peut-être. Je vous trouve ça rapidement. Volume 5. Non, chaque volume réimprime 4 parts. Donc il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 volumes, donc il y a 16 cartes exclusives, Aveline. 10 pour les Super Battle et 16 pour les Cardass Ondan. Mais c'est pas facile à récupérer, effectivement. Et donc là, tu as le volume 5 qui est mon préféré, notamment pour cette illustration-là, qui est complètement dingue. Goku et Gohan juste avant le Cell Game, pendant la semaine d'entraînement où ils doivent rester en Super Saiyan pour atteindre le niveau tant attendu du Super Saiyan Full Power, comme on l'appelle, Full Power, qui, qui était à l'époque, en tout cas dans la tête de Goku, le stade final que tu pouvais maîtriser, c'est-à-dire ce Super Saiyan où tu mets de côté ta colère et où tu es capable, entre guillemets, de vivre en Super Saiyan et donc d'en tirer le maximum de potentiel. Et c'était une période où ils se doutaient que le Super Saiyan 2 existait, mais ils n'arrivaient pas encore à l'atteindre. Donc là, voilà, on était sur le stade maximal d'évolution du Super Saiyan, le Super Saiyan Full Power, totalement maîtrisé. Et j'adore cette période, j'adore cette époque et j'adore cette carte-là, en fait. Ils ont fait du bon travail, hein, franchement, sur les rééditions, c'est cool. Hein. Vraiment très sympa. Vraiment très très cool. Il y a une autre carte que je vous ai pas montrée qui fait partie du full set Cardass FR. Et oui, en fait, quand tu veux collectionner toutes les Cardass hors série qui ont été éditées à l'époque pour la France, eh bien, au-delà des 8 Cardass qui sont sortis pour Dragon Ball, il y en a une de plus qui a été éditée. C'est la fameuse hors série française des Cardass Sailor Moon. Je suis obligé de vous la présenter parce que, hop là, attention, il y a le petit follow. Parce qu'en fait, tu peux pas prétendre avoir le full Cardass hors série français si t'as pas la Cardass hors série française Sailor Moon. Il n'y a eu qu'une seule part qui a été traduite en France avec un seul booster, alors qu'il y en a eu plein au Japon. Hein. Mais voilà, ça fait partie. Enfin, le pendant féminin de Dragon Ball au Club Dorothée, c'était Sailor Moon. On a tous regardé ça dans les années 90 et en vrai, c'était cool, tu vois. Et il y a eu, eh bien, évidemment, de la même manière qu'ils ont décliné des Cardass spécifiques pour le marché français sur Dragon Ball, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait aussi pour Sailor Moon. Donc voilà, ça c'est la hors-série
Cardass française de Sailor Moon que j'ai récupérée et qui, pour moi, après c'est un avis personnel, fait partie du full set des Cardass FR, quand bien même c'est pas une carte Dragon Ball. Et non, il n'y a pas eu de hors-série pour Donkey Kong Country Master Affinity. Il n'y a pas eu ça. Et donc là, maintenant, on va passer un peu à la dernière partie de la vidéo. Là, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais de cool, un peu d'exclusif en collection vintage Dragon Ball. Mais il y a un autre aspect de la collection vintage Dragon Ball qui me parle bien, qui me parle depuis pas mal de temps et j'ai un peu passé le pas. C'est aussi l'aspect rétro gaming lié à Dragon Ball Vintage. On a notamment eu pas mal de jeux qui ont décliné la licence dans les années 90, surtout au Japon, mais aussi un peu en France, notamment sur des consoles comme la Super Nintendo, qui est un peu moi ma console d'enfance, en tout cas la première console que j'ai eue entre les mains. Ça m'a beaucoup parlé. Ma compagne a encore sur sa Super Nintendo Super Butoden 3 en français, donc qui a été un jeu de combat qui a été pas mal populaire dans les années 90. Et donc j'ai décidé de me faire un petit plaisir collection vintage pour agrémenter ma déco, agrémenter ma collection de Cardass avec du jeu rétro. J'ai pas pris les versions françaises, encore une fois, c'est comme tout, c'est comme pour la carte à collectionner. Les versions françaises maintenant sont introuvables, super chères, trop rares, de par le fait que nous, on ne prenait pas soin de nos collections et de nos jeux. Par contre, encore une fois, au Japon, donc pas sur de la Super Nintendo, mais sur de la Super Famicom, c'est la Super Nintendo japonaise. Par contre, attention, c'est zoné. Si vous avez des jeux japonais, vous ne pouvez pas y jouer sur Super Nintendo. Il faut y jouer sur une Super Famicom. Et bien du coup, ils avaient des jeux emblématiques qui sont sortis sur l'univers de Dragon Ball. Et ça reste tout à fait abordable. Voilà, de par le fait que ça a été produit en masse et qu'en plus de ça, les Japonais ont pris soin de leurs affaires. Donc je peux vous montrer, j'ai récupéré notamment en boîte tous les jeux Super Famicom Dragon Ball. Donc là, je vous présente Super Butoden 1, qui est un jeu de combat. Je vous les montrerai ensuite plus précisément et je vous expliquerai un petit peu quel était le gameplay associé. Ici, on a une des plus belles boîtes ici avec Super Butoden 2. Donc pareil, jeu de combat 1v1, hein, c'est vraiment du Street Fighter-like sur l'univers de Dragon Ball, extrêmement populaire. Super Butoden 3, qui est probablement le plus connu, celui moi auquel j'ai joué, et qui est super. En plus, c'est des jeux de combat qui sont très très cool. Donc voilà, et regardez, hein, franchement, les boîtes sont de très très bonne facture. Je vous garde le meilleur pour la fin. Ensuite, on a des jeux de rôle, notamment des jeux qui sont associés à des RPG ou à des jeux d'aventure dans lesquels vous pouviez utiliser des cartes pour faire des effets. Ça, c'est des versions, ces trois jeux-là, on les a eu en France. C'est juste que là, ce sont des versions japonaises, que ce soit Super Butoden 1, 2 ou 3. Ça a été sorti en France en boîtier français. Par contre, là, les jeux que je vais vous présenter, eux, ils n'ont pas été sortis en France parce que voilà, c'était des jeux vraiment de RPG très public japonais pour le coup. Vous avez ici celui-ci, dont je trouve que la jaquette est exceptionnelle avec ce freezer comme ça sur fond jaune. Mais ce ne sont pas des jeux de combat. Voilà, je vous montrerai un peu plus à quoi ça ressemble tout à l'heure. Vous avez celui-là, avec ici la petite mention Bandai et de l'autre côté la petite mention Shueisha, ou Toei Animation plutôt. Je ne sais plus si c'est la Toei ou Shueisha, le petit chat comme ça. Et ici, voilà le dernier jeu, version Jap. C'est la Toei, merci. Et enfin, le plus recherché, le plus demandé, et celui en plus qui est globalement le meilleur, hein, le fameux Hyper Dimension, qui a d'ailleurs gardé cette traduction-là, parce que les Super Butoden, ils ont été traduits, par exemple, Super Butoden 3, en français, il s'appelle La Menace Ultime. Bon, Hyper Dimension, ça s'appelle Hyper Dimension aussi en français. Il est là, c'est un des derniers jeux qui est sorti sur Super Nintendo. Le gameplay est incroyable, les graphismes sont incroyables, c'est un jeu de combat 1v1. Il est magnifique. J'ai la cartouche en loose aussi. J'ai la version boîte avec la cartouche dedans, mais aussi la cartouche en loose si jamais j'ai envie d'y jouer sur une Super Famicom, que je n'ai pas pour l'instant, mais que je pourrais m'atteler à récupérer un jour. Et lui, en japonais, c'est déjà pas évident à trouver. C'est quand même une bonne... je crois que tu l'as aux alentours des 90 €, 100 € en boîtier de très très bonne facture. Si tu le veux en français sur Super Nintendo, Hyper Dimension, là les gars, va falloir sortir un billet. Je crois que j'ai vu en version boîte, pas mint, hein, mais en version très, genre pas de pliure, pas de déchirure, en boîte française Hyper Dimension, ça tourne aux alentours des 1000 €. Donc voilà pourquoi moi je suis sur des versions japonaises, c'est quand même plus sympa. Mais voilà, je trouve que c'est
C'est très esthétique et ça vient bien compléter du coup une version, une collection Dragon Ball Vintage en fait. Je trouve ça très cool et c'est honnêtement, je pense que vous vous doutez pas à quel point c'est abordable. Mais quand je vous dis abordable, je pense qu'un Super Butoden 2 comme ça là, en boîte, c'est 20 euros je pense. Donc, ça reste un prix, hein, mais genre pour la partie d'histoire que c'est et le kiff visuel que c'est très abordable. On va s'intéresser rapidement à chaque jeu, comme ça vous aurez le... moi ça me donne l'occasion en plus de mettre en avant un site que j'aime bien qui s'appelle Retro Ball Z, qui est fait par un fan, un passionné de Cardass et de Vintage Dragon Ball, qui a une chaîne YouTube incroyable, un compte Instagram incroyable, un site internet incroyable. Allez regarder Retro Ball Z, globalement si vous avez une question sur du Vintage Dragon Ball, Retro Ball Z a probablement répondu dans un de ses contenus à cette question-là. C'est vraiment une encyclopédie de la Cardass Vintage. Donc voilà, il ne me connaît pas, donc je ne pense pas qu'il verra cette vidéo-là. Mais s'il passe par là, force à lui, parce que dans moi, ma recherche, dans mon initiation, dans mon retour à la Cardass, j'ai beaucoup consommé et ses contenus et son site pour faire mes recherches et compagnie. Et donc je voulais vous présenter chacun des jeux par le prisme de son site, évidemment. Donc voilà, ici on a Super Gokuden 2, qui s'appelle donc en français Super Légende de Goku, le chapitre de l'éveil, qui est sorti en 1995, mais qui n'a pas eu de jeu version français. Et on peut du coup se retrouver directement sur le site ici de Retro Ball Z. Donc voilà, vous avez ici le Super Gokuden 2. Ici, on a le Super Gokuden 1. Donc pareil, c'est des jeux, encore une fois, qui ne sont pas des jeux de combat, mais des espèces de versions RPG. Voilà, vous pouvez voir au dos ici, version RPG. Vous avez un système de cartes la plupart du temps. En français, il s'appelle Super Légende de Goku, le chapitre de l'assaut. Évidemment, ça retrace l'histoire de Dragon Ball de manière chronologique. Donc là, vous avez d'abord l'histoire de Goku quand il est enfant, jusqu'à son combat contre Piccolo Daimao. Et évidemment, sur le Super Gokuden 2, vous commencez avec l'arc Saiyan et l'arc Freezer, bien évidemment. Ici, vous avez... Hop là, le Supasaya Densetsu, qui est sorti en 1992, donc lui qui est vraiment genre un ancien de chez ancien, pareil avec un gameplay, vous voyez, très RPG, avec un système de cartes, ici, et un espèce de monde ouvert, où vous avez des quêtes à accomplir, donc ça pareil, ça n'a pas été traduit en français, donc jouer à ce genre de jeu en japonais, c'est injouable pour nous, communs des mortels, qui ne pratiquons pas la délicieuse langue du Japon. La version traduite, c'est évidemment la légende du Super Saiyan. Et donc, c'est un remake des jeux Gokuden qui sont sortis sur la Famicom. Donc, la Famicom, c'est la NES. Donc, c'est l'ancêtre de la Super Nintendo, en tout cas la génération précédente. Et donc, pareil, c'est un système de RPG. Et ensuite, on arrive à ceux qui, moi, m'intéressent le plus. Donc, les 4 versions versus Fighting. Parce que ça, c'est des versions qu'on a eues en France. Et donc ça a un attrait nostalgique plus important pour moi. Je me suis dit, quitte à les récupérer, vu que ça vaut pas grand-chose, prends le full set. Mais en vrai, moi, j'ai aucun affect avec cela. Cela, c'est juste pour avoir la boîte, pour avoir l'item, pour avoir le visuel, pour avoir un joli décor. Mais en soi, j'ai pas d'accroche avec cela, pour le coup. Alors que là, quand on va dans hyper dimension, là, on se fait plaisir. Donc là, vous avez pareil... Ici, le hyperdimension avec la cartouche qui est magnifique. Hop. Ils ont conservé le même titre en français, Dragon Ball Z Hyperdimension. Et il est sorti... Alors attendez, on va voir. Je crois que c'est un des derniers jeux à être sorti. Je sais pas si j'ai l'info. 96. 96, il faut se rendre compte qu'il y avait déjà la PlayStation 1 qui était sortie, quoi. Et là, on est sur un jeu de Super Nintendo. Il est en très bon état, hein. Franchement, il est super propre. Et donc là, pareil, vous pouvez voir les graphismes 2D d'époque, mais qui sont quand même vachement plus jolis que les Super Butoden. Super Butoden, moi je vous dis, j'ai Super Butoden 3, donc et celui-là sur Super Nintendo, sur la console de ma compagne. C'est quand même pixelouse. Là, pour le coup, c'était vraiment très très joli, quoi. Là, vous avez, hop,
le Super Butoden 1. Super Butoden 1, c'est vraiment lié à la collection des Cardass en plus parce que à la base, dans chaque boîte, vous aviez donc au-delà du livret et compagnie, il faut savoir que là, toutes les boîtes sont vraiment en état irréprochable. À l'intérieur, il y a les notices, les affiches promotionnelles, les cartouches, les supports à cartouches et les cartouches dans un film plastique. Encore une fois, c'est importé du Japon, donc qualité japonaise. Tout est en état parfait. Cela dit, normalement, avec ce jeu-là, sur Super Famicom, Super Butoden 1, vous aviez une carte exclusive, une Cardass prismatique en version semi-jumbo, donc c'est-à-dire un peu plus grosse qu'une carte normale. Et ça, malheureusement, je ne l'ai pas. Je peux vous montrer très rapidement ici sur le site de Retro Ball Z à quoi ça ressemble. Sorti en 1993. Voilà. Le Super Butoden 1. Moi, j'ai pas joué à celui-là dans l'enfance. Vous voyez, hein, c'était en termes de visuel un peu rustique, mais très très cool. Un des plus beaux pour moi, le Super Butoden 2. Voilà, la cover, je trouve, de ce jeu-là, avec Hyperdimension, est la plus belle cover pour moi. Ouais, je trouve vraiment, vraiment magnifique. Donc pareil, lui sorti en 1993. Ils ont enchaîné entre le 1 et le 2. Mais voilà, ce bleu en fond comme ça, avec Goku en arrière-plan et Gohan, meilleure période de Dragon Ball, en tout cas une des meilleures périodes, vraiment très très vénère, avec le fameux écran splitté que tu as aussi d'ailleurs sur Super Butoden 3, qui te permet d'être à la fois dans les airs ou sur le sol. C'était fou à l'époque. Hein. Ça franchement, c'était fou à l'époque. Et donc vous aviez, hop là, ici, la légende Saiyan Super Butoden 2, sorti en 93. Et puis le dernier, moi c'est celui que je connais le plus. J'ai encore la cartouche française. En français, ça s'appelle l'Ultime Menace Super Butoden 3, qui lui doit être sorti, à mon avis, en 94, hein, assez rapidement aussi, je pense. On va vérifier sur le site de Retro Ball Z. Effectivement, je vous montre. On est bien en 1994 sur la Super Famicom. Je sais pas, par contre, si les jeux ont mis du temps à venir en France. En gros, quand ça sort en 1994, Super Butoden 3, en quelle année ça sort en France? Est-ce que ça arrive assez rapidement et c'est une sortie mondiale? Ou est-ce que ça arrive plutôt en 95? Je sais pas du tout. Donc là, pareil, toujours le fameux écran splitté. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent le contenu depuis longtemps, à l'époque, avant que je fasse un coin collection ici, j'avais mon petit coin rétro gaming où je faisais tourner Donkey Kong Country en fond quand il y avait les lives. Donc en gros, j'avais ici mon écran, ma petite Super Nintendo qui était posée sur une table avec un écran. Je faisais tourner Donkey Kong et c'était un peu esthétique, ça me permettait d'habiller le décor. Et en fait, parfois, au lieu de mettre Donkey Kong, je mettais justement un jeu Dragon Ball. Et ben, c'est Super Butoden 3 que je mettais dans le décor en fond. On y jouait sur la télé du cours de SVT au collège à la fin de l'année. Le meilleur prof ever que j'ai eu. Ouais, incroyable. Le 2, tu avais un mode hyper turbo en allumant la console et en maintenant L et R. Ok, je même pas l'info. Il y a un autre jeu pour conclure entre guillemets ma collection de jeux Dragon Ball vintage rétro gaming que je cherche et que j'aimerais avoir parce que je l'ai défoncé quand j'étais au collège, mais vraiment c'est un jeu qui m'a matrixé, qui a occupé mes esprits. On en a beaucoup discuté avec les copains. On comprenait pas comment le jeu fonctionnait. Il y avait ce fameux code qui te permettait de débloquer tous les persos au début. Et c'est un jeu en plus qui est un AV pas possible. Je pense que vous l'avez dans le chat. Vous savez exactement duquel je parle. Ma génération, Play 1, Dragon Ball Final Bout, meilleure introduction d'un jeu. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans des intros de Budokai. Regardez The Biggest Fight de Dragon Ball Final Bout, c'est une tuerie intersidérale. Et j'aimerais bien récupérer du coup une version très propre de Dragon Ball Final Bout, mais le jeu est injouable. C'est ce début de la Play 1 avec donc du coup le passage de la 2D à la 3D, et du coup on a un downgrade graphique parce que la 3D est plus exigeante et on n'arrive pas à faire de la 3D aussi bien que la 2D, et donc on passe de jeux qui sont quand même
je pense notamment à Hyperdimension, qui sont quand même franchement réussis et franchement esthétiques sur de la Super Nintendo, à de la version Play 1 en 3D, où les graphismes sont dégueulasses et où le gameplay est d'une lenteur et d'une lourdeur horrible. Mais tu vois, quand t'es minot, tu te rends pas trop compte de ça. Tu fais pas forcément attention à ça. Et moi, Final Bout, voilà, je l'ai poncé, j'y ai énormément joué. Il y avait cette fameuse combinaison de touches qui te permettait de rentrer dans des combos avec ton adversaire et tu le tapais dans tous les sens en te téléportant. Le jeu était nul, mais en fait, quand tu étais enfant, il était ultra hypant. Et donc voilà, je cherche un Final Bout en bon état, notice et compagnie complet. Si même je peux le trouver blisté, je prends, hein, mais c'est assez collectionné aussi. C'est une pièce un peu d'époque. En fait, tout le monde sait que c'est un jeu de merde, mais tout le monde a adoré ce jeu-là, en fait, étonnamment. Tous les jeux 3D n'étaient pas Mario 64, c'est clair. Ah bah ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, du coup, j'ai rentré ça dans la collection et j'en suis content. Alors je me suis pas embêté, vous pouvez trouver ça en France, hein. Il y a des vendeurs qui vendent ça sur des groupes de collectionneurs, sur eBay ou quoi. Moi, je l'ai cliqué directement au Japon, qualité garantie, par un vendeur professionnel. Ça me semblait beaucoup plus simple, quoi. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer en termes de vintage Dragon Ball. Toute cette émission, on va dire, tout ce moment partagé entre nous, bah, vient de l'obtention récente de ce petit booster-là, le Cardass Part 1, que j'avais vraiment envie de vous partager sur la chaîne. Ça reste un item quand même exclusif. On n'a pas parlé aussi de la qualité du booster, mais la personne qui me l'a vendu avait trouvé un booster vraiment en état parfait, hein. Je vous laisse quand même regarder. Il est mint, et ça, c'est pas commun d'avoir un booster de cette qualité-là. En plus, je trouve qu'en termes de visuel, il est quand même particulièrement beau. Là où je trouve que le Part 2 est pas forcément très esthétique. Alors oui, il est très rare. Oui, on est très content. Je suis très content de l'avoir, évidemment, hein, ce Cardass Part 2. Mais c'est pas le plus joli avec cette espèce de vert un peu menthe là. Et cette vague, ce Kamehameha jaune là qui part des mains de Goku, qui est pas franchement réussi non plus. Ça fait un peu éclaboussure là, c'est un peu laid quoi. Celui-là pour le coup a vraiment de la gueule quoi. Il est vraiment très esthétique je trouve. Sur fond noir avec les trois Saiyans, j'aime beaucoup. Bon, la tenue de Goten est quand même un peu jaune, mais ça le démarque bien de Goku, donc ça marche bien. Et encore une fois, comme je l'avais précisé ici, sur ce booster-là, distribué à l'époque par Upperdeck France, qui distribuait aussi des cartes de sport, à Sofia Antipolis, donc pas loin de chez moi. Et encore une fois, je trouve ça fou qu'on n'ait pas retrouvé d'acteurs de l'époque qui ont distribué ces boosters-là pour connaître un petit peu les volumes d'impression, la hype, avoir des anecdotes et tout. Tout est tellement obscur, tout est tellement difficile à compiler, à retrouver, que ça en fait vraiment des objets un peu mystérieux sur lesquels on continue à se poser des questions et qui du coup, moi, me fascine énormément et me permettent de continuer à construire petit à petit cette collection que je vous partage. Pas forcément au quotidien, mais j'essaye de faire un point et un état là-dessus assez régulièrement, notamment sur mon Instagram, val_labelcart, qui est globalement l'endroit où vous pouvez retrouver le plus de contenu lié à ces petits trésors-là, si jamais ça vous parle. Je crois que j'ai fait le tour. J'avais pas mal de choses à vous présenter ce matin et dont j'avais envie de vous parler. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ma passion de la Cardass, cette passion de la recherche et de la collection. C'est une collection qui est récompensante parce que c'est une collection qui est difficile. C'est pas une collection facile, c'est pas une collection qui dépend de l'argent, mais qui dépend surtout de tes connaissances et de ton envie de t'investir dans cette communauté-là des passionnés de Cardass. Et donc je trouve qu'à ce compte-là, elle est très récompensante quand tu aimes sincèrement ce que tu collectionnes et ce que tu récupères. Mais la boîte qui est à Sofia n'existe plus, Aveline. Il y a plus Upper Deck à Sofia en fait. Tout est. En fait, il faudrait avoir des contacts chez Bandai France, mais des mecs qui travaillaient dans les années 90, qui étaient déjà là à l'époque de la Dragon Ball Mania. Mais je pense que du coup, les décisionnaires de cette époque-là, de Bandai dans les années 90, sont tous à la retraite. Tu vois, il n'y a plus personne qui était poste à responsabilité dans les années 90 à Bandai et qui est toujours en poste à responsabilité actuellement. Tu vois, genre, c'est évident que c'est dead, tu vois. Donc, il doit y avoir des moyens. Si tu mets en œuvre, entre guillemets, les moyens d'avoir des informations, tu dois pouvoir trouver. Mais faut dédier tout son temps à ça.
Vous vous doutez bien que sur la chaîne, j'ai pas forcément ce temps-là. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous dis à très très bientôt pour toujours plus de contenu et de nouvelles aventures dans la collection du TCG, mais aussi dans la collection des cartes vintage Dragon Ball. Merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi et de vous être intéressé peut-être à un univers que vous ne connaissiez pas très bien. Si j'ai réussi ne serait-ce qu'à capter un peu votre attention autour de ça, eh bien j'en suis totalement satisfait. Allez, à plus, passez un bon dimanche. Ciao tout le monde et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Bye.